Bonjour, bienvenue sur le blog Acteur de votre vie pour cette troisième vidéo avec Olivier Roland. Pour ceux qui suivent le blog, vous direz que c'est le même décor, qu'ils sont habillés de la même manière. Loi de Pareto oblige, nous sommes tous les deux adeptes de la loi des 20-80. Donc on s'habille toujours pareil. Voilà, effectivement, et on se sent toujours de la même manière dans le même divan. Et plus sérieusement, si j'ai tenu à réaliser cette troisième vidéo, c'est parce qu'il y a bien une personne dans mon entourage qui est acteur de sa vie, c'est lui. C'est-à-dire qu'il vole, vous connaissez ma métaphore préférée, avec les aigles, il ne beugle pas avec le troupeau, et j'ai très envie aujourd'hui de lui demander comment il est devenu comme ça un acteur de sa vie, quels ont été les tournants dans son existence qui lui ont permis de prendre sa vie en main et de ne pas forcément suivre les dictates de la société et les dictates des autres. Olivier, explique-nous tout ça. Ok, donc tu veux que je te dise quoi exactement? Quel était le moment, quel était le déclic? Tu étais dans un parcours relativement classique, si j'ai bien compris, et il y a certainement dû se passer quelque chose à un moment donné qui a fait que tu as basculé dans un autre univers, dans une autre vie, un autre Alors, métier. j'ai eu un parcours classique si on veut, jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans. Déjà pas mal comme parcours. Ok, oui, donc puisqu'à 18 ans, j'ai décidé de quitter l'école pour créer ma première entreprise, que j'ai créée à 19 ans. Donc jusqu'à 18 ans, c'était plutôt typique, et à partir de là, ça a commencé à basculer un peu. Et comment on fait pour devenir créateur d'entreprise à 18 ou 19 ans? Eh bien, il faut être un peu rebelle, un peu fou aussi, et puis avoir une grande envie d'indépendance. Bon, alors, pour expliquer comment j'ai fait ça rapidement, donc oui, j'avais 18 ans, comme beaucoup de jeunes de cette époque, j'étais pas très bien dans ma peau. En plus, j'étais un vrai geek timide, donc je parlais pas aux filles par exemple. Tu étais sur ton ordinateur? Oui, j'ai fait ça beaucoup sur mon ordinateur. J'étais dans une première littéraire où il y avait 98% de filles, donc j'étais pas, vous pouvez imaginer que j'étais pas super à l'aise. Et puis voilà, comme beaucoup de jeunes de cet âge, j'en avais marre de mes parents. Je me disais, ça serait vivement que je parte de la maison familiale et que je puisse enfin vivre ma vie, etc. Et en plus, l'école m'ennuyait terriblement. C'était vraiment terrible. Je dormais en cours presque. Je me rappelle que les professeurs s'étaient plaints. J'étais toujours affalé comme ça sur les tables. Ils me voyaient, ça les démotivait. Donc, t'imagines le truc. Je m'ennuyais terriblement avec l'école. Et avec un ami, on s'est rendu compte que on dépannait régulièrement d'autres amis sur des problèmes informatiques qui pour eux leur paraissaient insurmontables et qui pour nous étaient assez simples à résoudre. Et on se dit mais pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent? Et donc avec un ami, on a décidé de tester cette idée avec mon ami. Donc on a passé un annonce dans un journal d'annonce locale disant voilà, on propose du dépannage à domicile. Et on avait investi 60 francs à l'époque, c'était encore enfant. Et on a gagné 5000 francs de chiffre d'affaires en, je ne sais plus, un mois, un peu moins. Donc waouh! À l'époque, j'avais 18 ans, je gagnais 50 francs d'argent de poche par semaine. C'était. Je me suis dit waouh! Et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est dingue. Mais là, il y a un potentiel pour créer une entreprise et ça correspondait exactement à ce que je voulais. J'en avais marre de l'école, je voulais sortir du système, je voulais quitter mes parents et je voulais me lancer dans la vie active. Je me suis dit mais c'est génial, j'ai créé mon entreprise dans l'informatique. Donc voilà, j'ai dit ça à mon copain qui lui a dit non, moi je préfère continuer mes études. Donc je lui ai dit ok, je vais continuer tout seul. Et voilà, je connaissais absolument rien du tout, en rien. Je connaissais rien à la vie, je connaissais rien à l'entrepreneuriat, j'avais aucun diplôme, aucune expérience, aucun réseau. Et j'ai décidé de lancer quand même. J'ai commencé à la chambre des métiers, j'ai dit voilà, je vais créer ma boîte. Qu'est-ce que je dois faire? En gros, c'est juste aller comme ça. Et ils m'ont donné une liste d'organismes à contacter. J'ai pris cette liste et j'ai tous contacté, quasiment, j'ai été les rencontrer. Et petit à petit, j'ai commencé à me former un petit peu à ça. Et j'ai trouvé une association qui m'a accompagné dans l'élaboration du projet avant la création d'entreprise pendant 1 an. Donc j'ai travaillé sur le projet. Ils m'ont mis un expert comptable à disposition pour faire le business plan, super aide, hein, sans ça je pense pas que j'aurais pu y arriver. Et voilà, donc mes parents rentraient pas trop dans l'équation, mais je les ai convaincus que de toute façon j'avais des notes de plus en plus nulles à l'école et que de toute façon ça coûtait, au pire ça serait une année sabbatique et ça serait pas très grave, et qu'au mieux je réussirais à créer quelque chose qui est beau, qui en plus pourrait être un bon job pour moi, etc. Donc le déclic il est là alors? Oui, en fait c'était la rencontre d'une envie, déjà j'étais extrêmement indépendant depuis mon plus jeune âge, de cette envie de quitter le système, de me lancer par moi-même, et cette opportunité finalement que j'ai vue, et à cette époque-là j'ai appliqué le Lean Startup sans le savoir,
Puisque, auquel est le concept d'une start-up, c'est que plutôt que de faire des études de marché, il vaut mieux faire un test à petite échelle avec un prototype de produit ou lors d'un service avec juste à petite échelle, et c'est exactement ce que j'ai fait. On a eu cette idée de proposer comme de la prestation de dépannage à domicile. À l'époque, il n'y en avait quasiment pas. Ça n'existait pas. Quand on avait un problème sur son ordinateur, il fallait le ramener au magasin, ça prenait 15 jours, et après il fallait retourner le chercher, et on avait pu constater nous-mêmes que la qualité des réparations n'était pas toujours au top. Donc il y avait un vrai besoin là-dessus. Donc on a eu l'idée, on a fait le test pour voir si c'était viable. On a vu que c'était viable, ensuite j'ai continué tout seul, et j'ai démarré mon entreprise comme ça. Alors après, ça s'est pas fait du jour au lendemain. On peut imaginer que passer du statut de lycéen à celui de chef d'entreprise, ça s'est pas fait en un jour, mais voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais ce qui est génial quand on a cette démarche-là, c'est que tout ce qu'on apprend, on l'apprend de manière concrète, c'est vraiment utile pour notre vie, on ne se bourre pas le crâne de tas de notions inutiles qui ne nous serviront jamais, qu'on aura oublié au bout de 2 ans. C'est ce que tu as constaté à l'école, j'imagine. Voilà, exactement. Bon, alors après, j'ai discuté de ça justement dans une autre vidéo que j'ai tournée hier avec Michael Ferrel d'Esprit Riche. On parlait de la culture générale. Je pense que la culture générale, c'est important d'en avoir. Il ne faut pas être non plus des insectes ultra spécialisés dans une tâche. Et c'est important d'avoir l'esprit ouvert sur d'autres choses. Mais où est la limite entre culture générale et masturbation intellectuelle? Elle n'est pas facile à définir. Et ce n'est pas un problème nouveau. Hein. Sénèque, déjà, dans De la brièveté de la vie, je crois, ou dans Lettre à Lucilius, il dit qu'il y a des savoirs qui sont bons à savoir et d'autres, faut arrêter. Quoi. Comme, il dit que c'était la maladie des Grecs d'essayer de savoir combien il y avait de rameurs dans le bateau d'Ulysse. Bon, voilà, ce qu'il veut dire, c'est pas. Il y a un moment où il faut arrêter d'apprendre des choses sur des détails qui n'ont aucun intérêt, parce qu'on se bourre le crâne de choses inutiles, qu'en plus qui ne servent pas. Alors, c'est pas facile de trouver la limite entre culture générale et ce bourrage de crâne. Où elle est? Bon, ça peut être différent pour chacun, mais je pense quand même qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment utiles, qu'on ne retient pas déjà. Allez, si on retient 20% de ce qu'on apprend à l'école, c'est beau. Je veux dire, si je suis passé. 3% d'ailleurs. Voilà, si on reprend des interros qu'on a eu quand on était au collège, à mon avis, on n'a pas la moyenne. Hein. Qui se rappelle qui était le pharaon de la 22e dynastie en Égypte et au final, à quoi ça sert de le savoir? Alors d'autant plus aujourd'hui où on a, avec notre téléphone, on peut poser n'importe quelle question sur Internet, on a la réponse en 2 minutes. Ça pose aussi la question de pourquoi emmagasiner du savoir aujourd'hui. Voilà, si on veut savoir quel est le pharaon de la 22e dynastie de l'Égypte, je ne sais même pas si on a eu, mais bref, il suffit de taper dans Google pharaon 22e dynastie et en 1 minute, on a la réponse. En même temps, tu as quand même une grande culture générale, tu lis énormément. C'est vrai. Tu as suivi beaucoup de formations, donc tu t'es construit ton propre cursus, si je puis dire. C'est vrai. Non, mais c'est très compliqué comme sujet, il n'y a pas de vérité absolue là-dessus, mais il faut quand même faire attention à cette masturbation intellectuelle, etc. Donc, au niveau de l'éducation, enfin c'est un vaste sujet, mais je pense quand même qu'il n'y a rien qui m'a appris plus que de créer mon entreprise. C'est ça. Il faut un projet concret qui fait qu'on fait face au monde, enfin on est dans le monde et on fait quelque chose dans la réalité, quoi. Et on ne se contente pas d'être le meilleur de sa chambre ou dans ses bouquins, etc., d'être un rat de bibliothèque, si je puis dire. Je pense que c'est vraiment important de marier en apprentissage, y compris culturel en lisant des livres, et action. Parce que juste agir sans réfléchir, c'est pas forcément. Et sans se former, c'est pas une bonne idée. Et juste se former sans agir, là, c'est vraiment n'importe quoi. Donc il faut vraiment essayer de marier les deux. Bref, mais en tout cas, créer ma boîte à 19 ans, ça m'a appris, je pense, beaucoup plus que des années sur les bancs de l'école. J'ai dû apprendre plein de choses. Hein. J'ai dû apprendre à gérer une entreprise, à la gérer de manière financière au niveau de la stratégie, du marketing, de l'acquisition client, à gérer des clients. J'ai dû apprendre après à recruter, à manager, etc. Et c'est des choses qui sont des compétences, je ne peux pas les oublier, parce que c'est de l'expérience concrète. C'est pas des formules que j'ai appris et qu'à force de ne pas utiliser, j'ai oublié. Voilà, je pense que, je ne sais pas si par exemple tu as appris le calculus en mathématiques, mais est-ce que tu t'en sers dans la vie de tous les jours? Tout ce qu'on a appris en mathématiques, on se sert de quoi? Alors clairement, tout ce qu'on apprend à l'école primaire, c'est lire, compter, ça c'est clair, on l'utilise tous les jours, mais le reste, bref. Donc voilà, je pense que c'est important de se lancer dans un projet. Toi, ambitieux. Ce fut une entreprise, mais ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. À un moment ou un autre, je pense que c'est une clé pour vivre une vie proactive, finalement, une vie qu'on maîtrise. Il faut se lancer dans un projet ambitieux
qui implique le risque d'échouer, clairement, c'est-à-dire que vous avez un vrai risque d'échouer, et qui va vous pousser dans vos retranchements et vous apprendre énormément de choses, et derrière ça peut vous donner justement une autonomie que vous n'auriez jamais eue sans ça. Parce que ça, c'est un peu comme un rite initiatique, comme passer... moi, ça m'a fait passer de l'adolescence à l'étude, personnellement. Après, tout dépend de votre âge, ça peut ne pas être le cas, évidemment, mais il y a forcément quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous a toujours fait peur jusque-là, et que vous aimeriez vraiment, au fond de vous, réaliser. Je pense que le réaliser, cette chose, en tout cas essayer de le faire, c'est ce qu'il y a de plus épanouissant pour vous, et ce qu'il y a de plus important à terme pour acquérir une autonomie encore plus importante que celle d'aujourd'hui, et d'être vraiment proactif par rapport à sa vie, parce qu'au final, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ton sujet c'était acteur de sa vie. Mais ça veut dire quoi être acteur de sa vie? Ça veut dire faire les choses qui nous plaisent et qui nous tiennent vraiment à cœur et réaliser ce qu'on a vraiment au fond de nous. Sinon ça n'a aucun intérêt. Donc c'est ça, la clé de ça, c'est lancer son vrai projet de vie, cette chose qui nous tient à cœur. Et puis peut-être que 5 ou 10 ans après ça sera autre chose, mais en tout cas... Se créer un projet. Ouais. Se créer un projet. Tu as dans tes labels un label qui est agir et réussir. Oui. Et moi, ce qui me plaît, évidemment, c'est le mot agir. Réussir me plaît également, bien sûr. Mais le mot agir semble important pour toi. Tu viens de le citer il y a quelques instants. Or, précisément, je rencontre beaucoup de gens qui ont des difficultés à agir, qui procrastinent, qui donc postposent au lendemain. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Il y a beaucoup de choses pour lutter contre la procrastination. Déjà, il faut essayer de trouver quelle est la cause de la procrastination. C'est pas forcément facile, mais on va dire qu'il y a quand même des causes qui sont assez universelles au niveau de la procrastination. Les plus courantes, on va dire, c'est la peur d'échouer et la peur de réussir aussi, parce que ça peut être un vrai chamboulement dans notre vie et finalement, on trouve que notre vie est pas si mal au quotidien. C'est ce que j'appelle le piège des pantoufles en ciment, en fait. On est bien, on est dans le coin. Alors, on n'est pas forcément épanoui, très heureux. On aimerait quelque chose d'autre, mais on est confortable quand même, ça va. Ça pourrait être pire, et bon. quand vient le soir après une journée de travail, qu'on est fatigué, on aimerait bien travailler sur ce livre, écrire cet article de blog, je sais pas, faire autre chose, travailler sur ce dossier d'entreprise, mais c'est tellement plus facile d'allumer la télé et de regarder Julie Lescaut ou Joséphine Ange Gardien. Exactement, et de se détendre un peu, et puis voilà, et puis tant pis, on fera ça demain. Sauf que demain, c'est exactement le même processus qui s'enclenche. Il y a ce piège du confort, des pantoufles en ciment, donc du poids des habitudes, mais qui peut être donc renforcé par la peur de l'échec, la peur de la réussite. Et puis, finalement, la procrastination, c'est toujours préférer la gratification immédiate à un bonheur plus important à long terme, et quelque part on est un peu câblé pour ça, hein, je veux dire, c'est pas facile enfin, on a tous une quantité de volonté limitée. Alors comment faire pour essayer de résoudre un petit peu, d'aller au-delà du problème de procrastination? Déjà il faut savoir que c'est assez étonnant, c'est très contre-intuitif, mais d'après les chercheurs, on a une quantité limitée de volonté qu'on peut utiliser chaque jour. Donc ouais, c'est ça. Il y a pas mal d'études qui montrent que, par exemple, en général, on a plus de volonté le matin que le soir. Et il y a même des chercheurs, alors j'ai vu juste un papier là-dessus, a priori c'est assez controversé, qui ont fait une corrélation entre le taux de glucose dans le sang du cerveau et notre volonté, dans notre capacité à faire quelque chose qu'on a décidé plutôt que de céder à la gratification immédiate. Et il y a des chercheurs qui ont montré que plus on prend de décisions, quelle que soit la complexité de la décision, même si c'est un truc aussi bête que de choisir entre un croissant et un petit pain par exemple, eh bien moins on a de force de volonté. Parce qu'apparemment on a une quantité limitée de décisions qu'on peut prendre en une journée, et au bout d'un moment, notre cerveau il fatigue et il cède beaucoup plus facilement à la gratification instantanée. Donc ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Ce qu'il faut retenir de ça, je vais prendre un exemple très simple avec par exemple si vous voulez maigrir. Voilà. Si vous, ou bien vous avez décidé de changer votre alimentation et d'arrêter juste les hamburgers pour manger une alimentation plus saine. Qu'est-ce qui est le plus intelligent? Est-ce que le plus intelligent c'est d'avoir toujours de la nourriture, de la mauvaise nourriture dans votre frigo et de devoir résister à la tentation toute la journée? Ou ce qui est le plus intelligent c'est de modifier votre environnement pour qu'il n'y ait plus du tout de mauvaise nourriture chez vous, que vous ne puissiez plus être tenté chez vous? Évidemment, la meilleure solution c'est la deuxième, parce que si vous dites par exemple je veux plus manger
de steak haché au ketchup, de merguez, de charcuterie, ce genre de choses par exemple. Et bien, si vous avez ça dans votre frigo et qu'au fond de vous, vous avez vraiment envie de manger ça, vous allez devoir résister à la tentation toute la journée. Votre cerveau, il ne va pas arrêter de vous rappeler à des moments, au moment où vous vous attendez le moins, qu'il y a toujours ça dans le frigo, qu'il suffit que vous allez le chercher pour le manger. Et au bout d'un moment, vous avez beaucoup plus de chances de craquer parce que vous allez devoir à chaque fois prendre la décision de non, j'y vais pas, non, j'y vais pas, non, j'y vais pas. Alors que si vous leur enlevez ça du frigo, si chez vous, vous pouvez fouiller partout, vous ne trouvez pas de jambon, de merguez, etc., le problème disparaît entièrement. Votre cerveau ne va pas vous rappeler de ça. Là, pour aller en trouver, il faut que vous sortiez de chez vous, il faut aller acheter au supermarché, aller acheter un truc. Enfin, là, ça devient beaucoup. C'est casse-pied. Là, c'est vraiment casse-pied. Est-ce que ça veut dire aussi, si on tient compte de cette étude, qu'il faut prendre les grandes décisions, celles qui vont vraiment influencer notre vie, plutôt dans la journée? Alors, si on prend ça à la lettre, oui. Après, voilà, il faut relativiser ce genre de recherche. Hein. On est au tout début de ça. Ouais. Et voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça montre le pouvoir des rituels, en fait. Il faut mettre en place des habitudes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus... c'est vraiment un outil extraordinaire pour réussir.